Euh, Moi aussi, à mon tour, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par Live en partenariat avec SAS, qui porte pour thème la banque et la crise post-Covid, maîtriser le risque à l'ère de l'IFRS 9. Dans un contexte marqué par la crise et les incertitudes, le Covid-19 a en effet mis en avant la nécessité de pouvoir justement maîtriser les risques. Cette situation inédite se répercute non seulement sur les banques, mais aussi sur l'ensemble du secteur, des secteurs économiques. Les banques déjà gainées dans un carcan de normes importantes, notamment les normes IFRS 9, sont aux avant-postes, notamment à travers le plan de relance du gouvernement qui compte sur le secteur bancaire pour lever plus de 70 milliards de dirhams sur les 2 prochaines années. L'information et la data deviennent ainsi stratégiques pour la maîtrise du risque. Comment donc comment donc les banques peuvent-elles contribuer à la relance, à remplir finalement leur mission, qui est le financement de l'économie, dans ce climat d'incertitude? Comment les normes IFRS 9 interviennent pour la maîtrise de risque et pour la mise en place et l'optimisation du couple rendement-risque par rapport au secteur bancaire, tout en maintenant sa viabilité sur le long terme? Est-ce que le système bancaire est aujourd'hui prêt à relever ce défi? Et comment l'information, la data, la machine learning, à l'heure du tout numérique, comment cette révolution digitale accompagne les nouveaux modes analytiques de la gestion du risque? Donc, avec moi, pour animer ce webinaire, M. Amin Djouri, qui est directeur études et communication à InfoRisque, qu'on remercie à l'occasion pour son aimable participation. M. Brahim Zkhnini, qui est Bonjour à directeur... tous, merci pour l'invitation. Bonjour. M. Brahim Zkhnini, qui est directeur général adjoint engagement gestion des risques à la banque CIH, qu'on remercie aussi chaleureusement pour sa participation et son apport. Merci pour l'invitation, ravi d'être parmi vous. Merci. Et M. Anas Zroual, qui est Middle East and Africa Risk Expert à SAS, qu'on remercie également à cette occasion. Bonjour. Donc, et merci aussi. Bonjour. Donc, je vais débuter directement à une question à Amin Djouri qui représente, je rappelle, InfoRisque et qui vient de boucler une étude très importante pour le secteur économique, pour les secteurs économiques du Maroc et plus particulièrement pour les entreprises marocaines, qui est l'impact de la crise de la COVID-19 sur les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de cette étude pour nous ouvrir un peu l'appétit ce matin? Bien sûr, il est important de bien planter le contexte, effectivement, pour pouvoir par la suite discuter des problématiques que ça peut avoir en matière de gestion du risque et pour le système bancaire. Là, je dirais, avant même de commencer, il est important de rappeler le rôle primordial de la data. Vous avez dit la data redevient stratégique. Je ne pense pas qu'elle redevient. Elle était déjà stratégique, elle l'est encore plus dans ce contexte particulier. Parce qu'aujourd'hui, l'information, elle est essentielle. La collecte d'informations, notamment, qui permet de comprendre en temps réel ce qui se passe avec le Covid-19, son impact, ses impacts sur les entreprises, effectivement, c'est extrêmement important. La data, en fait, ça permet quoi? Ça permet de comprendre et analyser. C'est ce que je vais faire là en parlant des principaux résultats de mon étude. L'autre point, c'est aussi, grâce à la data, construire des outils analytics. Il ne s'agit pas simplement de comprendre, il faut aussi pouvoir évaluer et avoir des perspectives sur le niveau de risque des entreprises. Donc, c'est effectivement ce à quoi sert la data. Maintenant, je reviens effectivement sur les principaux résultats de l'étude sur l'impact Covid-19 sur les entreprises. Je dirais qu'ils sont au nombre de 3. Le premier gros résultat qui est ressorti, c'est ce qu'on voit aujourd'hui beaucoup dans la presse, c'est effectivement l'impact que ça a eu en termes de perte de chiffre d'affaires pour les entreprises. Alors après, évidemment,
il y aura des différences notables entre les secteurs. Certains secteurs seront moins touchés, d'autres beaucoup plus, mais en moyenne, il en ressort que les entreprises interrogées, en tout cas, font ressortir une baisse de chiffre d'affaires cette année de l'ordre de moins 32%, ce qui représenterait, si on appliquait ça sur un chiffre d'affaires cumulé global de nos 600 000 sociétés, on parlerait d'une perte sèche de chiffre d'affaires. Je ne parle pas de résultat net, je parle d'une perte de chiffre d'affaires de l'ordre de 412 milliards de dirhams. Ça, c'est le premier point qui ressort de l'étude. Le deuxième point, c'est évidemment la question de l'impact des délais de paiement. On le sait, avant le début de cette crise, les délais de paiement, notamment pour les TPE, étaient à un niveau très élevé, 212 jours pour les TPE, 113 pour les PME. Et donc, on voit qu'avec cette crise, il y a eu une accentuation des délais de paiement qui ont augmenté de plus de 60 jours, avec des difficultés supplémentaires pour les entreprises pour recouvrer leurs créances à l'extérieur. Donc, évidemment, ces deux faits mis ensemble ont tendance à évidemment affaiblir la trésorerie de l'entreprise. Alors, évidemment, il y a eu des mesures proposées par l'État qui ont été mises en place très rapidement dès le début de la crise, dès mars. Effectivement, et aujourd'hui au Maroc, on n'a pas d'études spécifiques sur comment ces mesures étatiques ont permis d'atténuer la crise. Ce qu'on sait, on a un autre exemple à l'étranger, les mesures mises en place ont permis d'atténuer de l'ordre de 95% les tensions de trésorerie des entreprises. C'est-à-dire que sans ces mesures mises en place à partir de mars, l'entreprise aurait pu beaucoup plus sentir au niveau de sa trésor l'impact de la crise. Donc, on voit bien que les mesures mises en place, notamment les cotisations CNSS, d'Aman Oxygène, les reports de crédit, toutes ces mesures ont permis effectivement d'atténuer l'impact de la crise. Maintenant, il y a quand même un fait qui est important. Au début de cette crise, c'est-à-dire dès mars, on a quand même 25% de nos entreprises qui avaient déjà une santé financière fragile. Ça a son importance. Vous avez déjà 25% qui sont fragiles d'un point de vue santé financière et vous rajoutez une crise derrière qui a un impact sur le chiffre d'affaires et sur ses délais de paiement et donc, in fine, sur sa trésorerie. Évidemment, ça va jouer sur le potentiel éligible d'entreprises qui vont aller faire une demande de financement bancaire parce qu'évidemment, ça joue. Il n'y a pas que le niveau d'endettement de l'entreprise qui joue, il faut aussi une demande qui soit solvable, une demande qui soit capable de rembourser un crédit emprunté. On a fait ce travail également. On sait qu'aujourd'hui, à travers le plan d'Aman, à travers d'Aman TPE Relance, il y a à peu près 15 000 entreprises qui ont déjà eu droit à cette aide de l'État associée à 20 milliards d'encours. On sait que le potentiel global, il est de l'ordre de 52 000 entreprises, c'est-à-dire à la fois respectant le niveau d'endettement et respectant également cette notion même de solvabilité. On a fait effectivement ce travail. Le dernier point en fait la synthèse de tout ça, parce qu'effectivement, il faut aussi évaluer le risque de défaillance cette année, on se rend compte, compte tenu des entreprises qui étaient déjà un peu fragiles au démarrage, malgré les aides de l'État, voilà, on estime que globalement, d'ici la fin de cet exercice, on aura une augmentation du nombre de défaillances de l'ordre de 15% et on va atteindre à peu près les 10 000 entreprises défaillantes avec un pic probable lors du premier trimestre 2021. Voilà, c'est vraiment, je dirais, pour dresser le décor, la situation telle que nous la ressentons, parce que comme je le rappelle, il est important aujourd'hui de collecter les différents signaux de données liés à la crise Covid-19 et de pouvoir justement évaluer l'impact sur les entreprises et donc sur la demande solvable qui est ensuite adressée aux banques. Merci, c'est Amine. Si Brahim Zghnini, ce n'est pas des perspectives très enchanteuses pour le secteur bancaire. Exactement. Je pense que Amine a fait un topo, en tout cas, après quelques mois du déclenchement de la crise, sachant que juste peut-être une précision par rapport à ce que vient de dire Amine, c'est que c'est une situation, encore une fois, temporaire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas encore une visibilité quant à la sortie de crise, et donc les 15% d'augmentation du taux de défaut qu'a annoncé Amine au travers de l'étude qui a été menée, ça reste, on va dire, un chiffre qui est provisoire. Donc, je pense que depuis
Mais comment le secteur bancaire, comment le secteur bancaire fait face à cette augmentation? On a vu les premiers résultats soit du trimestre, soit du semestre, qui sont assez alarmants en termes de montée du coût du risque. Oui, alors, vous avez raison. Je pense que la quasi-totalité, voilà, la totalité des banques ont publié leur bilan, soit au titre du premier trimestre, que ce soit au niveau du second trimestre ou du premier semestre de l'année. Donc, on voit très bien qu'effectivement, les banques ont réagi face à cette crise. Alors, aussi bien de manière, on va dire, constatée sur les chiffres du risque, mais également en provisionnant un impact futur qui peut arriver au vu de la situation aujourd'hui. Donc, effectivement, vous avez vu qu'on assiste à des niveaux de risque qui sont multipliés par 2, voire par 3 sur les chiffres du bilan des banques, qui est assez colossal. C'est des augmentations assez importantes au niveau du secteur bancaire. Srini, avant de continuer, est-ce que vous pouvez rapprocher un peu votre micro? Ah, pardon, OK. C'est bon là? Oui, oui. Voilà. Donc, je rappelle quand même, quelles sont les mesures qui ont été mises en place par l'écosystème bancaire, par la Banque centrale et pour accompagner les clients. Donc, je rappelle qu'il y a quand même des mesures qui ont été mises en place dès le départ, dès le déclenchement de la crise. Et ça, il faut saluer quand même la réactivité aussi bien de la Banque centrale, du ministère des Finances et des banques de manière générale pour accompagner cette crise. Dans le cadre du CVE. Voilà, dans le cadre du CVE, exactement. Donc, il y avait des mesures d'assouplissement vis-à-vis de la clientèle des particuliers en proposant un moratoire, un report d'échéance de crédit de pratiquement 4 mois, voire même plus pour certains clients qui l'ont souhaité. Il y a aussi la mise en place de solutions de financement ad hoc pour les entreprises, à savoir Oxygène, à savoir aussi des plans de relance à travers Relance TPE, Amy tout à l'heure le citait, Relance TPE, Relance entreprise autre que la TPE, et puis il y a eu, on l'a vu récemment, d'autres produits spécifiques à certains secteurs d'activité, notamment la promotion immobilière, l'hôtellerie, qui sont des secteurs, notamment l'hôtellerie, le tourisme en général, qui sont des secteurs assez touchés. Donc, toutes ces mesures-là ont permis quand même, je pense, d'atténuer l'impact de cette crise. Aussi, la Banque centrale, vis-à-vis des banques, a mis en place un certain nombre de mesures pour accompagner les banques à continuer à distribuer des crédits à la clientèle, notamment sur les sujets de la liquidité, sur les sujets, le déclassement de provisions lui-même. Justement, par rapport à cette question-là, beaucoup de gens ont l'impression que la Banque centrale est en train de relâcher un peu le carcan qui a été déjà instauré, notamment avec l'imposition au secteur bancaire de mettre en place les normes IFRS 9 dans les 5 ans. Est-ce que c'est votre sentiment? Je pense que la Banque centrale, quand même, a lâché un peu. C'est une souplesse, mais sans abandonner quand même un certain nombre de principes fondamentaux pour protéger les banques. Donc, à savoir, vous avez parlé des normes IFRS 9, mais il y a également sur toutes les mesures sur les ratios de solvabilité des banques, pour les ratios prudentiels, la Banque centrale a donné quelques souplesses en réduisant les ratios prudentiels, mais tout en maintenant quand même les principes fondamentaux, parce que c'est quand même important pour que les banques restent solvables, parce qu'au jour d'aujourd'hui, et vous l'avez compris, et tout le monde l'a compris, qu'aujourd'hui le secteur bancaire est un acteur majeur au niveau de la relance de l'économie en situation de crise. Donc, il faut que les banques continuent à distribuer, continuent à accompagner la clientèle, tout en maîtrisant, bien sûr, le risque au niveau de la clientèle. D'accord. Si Zeroual, vous êtes risque experte, est-ce que vous pouvez nous rappeler, juste pour que tout le monde soit plus ou moins sur le même niveau de connaissance, ces normes-là de prudentiel, ces normes de IFRS 9,
qu'est-ce qu'elles ont apporté de nouveau et quels sont les défis qu'ont les banques aujourd'hui pour les implémenter? Très bien, merci. C'est avec un grand plaisir. En fait, tout simplement, l'IFRS est une norme comptable qui a pour objectif de définir les règles de comptabilisation des instruments financiers. Alors, l'objectif de cette norme est de standardiser la façon avec laquelle aujourd'hui les banques comptabilisent leurs éléments afin de rendre les publications financières de ces banques comparables et faciliter les choix des investisseurs. Alors, pour revenir à l'IFRS 9, alors c'est une norme qui a été publiée en 2014. Donc, en laissant suffisamment de temps aux banques de s'adapter et de préparer les prérequis nécessaires pour sa mise en place. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, quasiment dans pratiquement plus d'une centaine de pays à travers le monde, y compris le Maroc. Alors, et il vient pour remplacer une ancienne norme appelée IAS 39. Alors, la particularité de cette norme-là, c'est qu'il intègre un changement de paradigme fondamental dans la façon avec laquelle les banques comptabilisent leurs pertes. Alors, avant l'IFRS 9, les banques comptabilisaient leurs provisions en se basant sur ce qu'on appelle des pertes subies. Donc, ils attendent à ce que l'entreprise ou le débiteur fasse défaut pour commencer le provisionnement. Alors, l'IFRS 9, c'est là où l'impact devient très important, c'est qu'elle ramène un concept de forward-looking. C'est de ramener, d'appliquer un provisionnement sur les pertes, pas subies, mais sur les pertes futures. D'accord? Et là, par la suite, je vais m'étaler un petit peu sur les conséquences en termes de provisionnement sur les banques. Alors, ceci a beaucoup d'implications. D'abord, la méthodologie elle est relativement complexe. Donc, il fait appel à des modèles mathématiques, des modèles statistiques. Déjà, il faut rappeler que sa mise en place était un vrai challenge pour la quasi-totalité des banques, en particulier celles qui sont moins préparées en termes de modélisation et en termes de data. Et donc, les implications sont un petit peu, disons, sur plusieurs volets, sur le volet data, sur le volet capacité à modéliser le comportement de ces créances pour pouvoir modéliser un certain nombre d'indicateurs de risque, notamment la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut, etc. Ensuite, la formule, en fait, le calcul se fait sur la base d'une formule mathématique combinant ces indicateurs de risque. L'une des particularités, c'est que aujourd'hui, avant, on demandait aux banques de provisionner quand le client tombe en défaut. Avec l'IFRS 9, dès l'origination, dès l'octroi du crédit, la banque doit constituer une provision. Et ça augmente significativement le niveau de provisionnement. Le provisionnement avant était relativement progressif. Maintenant, le provisionnement se fait de deux façons. Pour les banques clients, on va les provisionner en se basant sur les éventuelles pertes à horizon d'1 an. Mais pour la partie un peu dégradée du portefeuille ou en souffrance, on est censé provisionner sur la maturité complète, en intégrant les éventuelles pertes sur la maturité du portefeuille. Alors maintenant c'est-à-dire qu'on est déjà dans un climat qui est très risqué, marqué par l'incertitude. Est-ce que cette norme va juste rendre impossible de donner des crédits? En fait, pas tout à fait. En fait, l'idée, c'est qu'il faut rester quand même un petit peu pragmatique. C'est que l'impact, de manière générale, était important, en particulier au Maroc, d'où en fait la souplesse accordée par la Banque centrale pour lisser cet impact sur les 5 ans. Donc, ce n'est pas en soi on va dire un laisser-aller, mais c'est juste une souplesse contenue du contexte des banques marocaines afin de pouvoir intégrer dans une démarche assez souple ces provisions-là. Probablement que le timing de la crise n'est pas bon parce que, entre autres, elle a amplifié ce phénomène-là pour des raisons diverses et multiples. Alors, on peut revenir un petit peu probablement aux bases, parce que ça risque de devenir un petit peu technique et complexe. Ce n'est pas l'objectif. Ce n'est pas l'objectif exactement, mais c'est juste pour souligner quelques points méthodologiques très importants, pour éclairer relativement l'audience.
Alors, dans la logique forward-looking de l'IFRS 9, on se basait sur des scénarios futurs. La bonne pratique veut qu'on calcule la provision en adoptant 3 scénarios, généralement un scénario de base, un scénario sévère et un scénario optimiste. Le scénario de base, c'est quand la Banque centrale nous dit, ou le Haut Commissariat au plan nous dit que l'année prochaine, on va avoir une augmentation du PIB de 4,5%. Le scénario optimiste, c'est qu'on va dire non, en fait, il va y avoir quelques éléments qui vont faire en sorte que le PIB va augmenter de 5%. Le worst case, le scénario pessimiste, c'est de dire attention, on constate qu'il y a l'impact était vraiment virulent. Donc, il variait pour certaines banques, les provisions ont doublé, pour d'autres, il a triplé, voire quadruplé. Et bien évidemment, l'impact est très important en termes d'octroi de crédit, mais ça n'empêche que, pour revenir à la question de la data encore une fois, que pas toute la population est vulnérable. C'est que c'est vrai qu'on vit dans un climat d'incertitude, mais dans ce climat-là, la banque doit toujours continuer à exister, c'est le poumon de l'économie, à alimenter la machine, à faire fonctionner la banque en accordant toujours des crédits. Justement, c'est jury, on a l'impression que la réponse en termes de politique publique, surtout que la majorité des entreprises sont sous-capitalisées, d'après les premières données qui sont sorties de l'étude conjointe de Banque Maghreb, d'Observatoire de la TPE, et aussi vos propres chiffres. Donc, comment dans ce contexte-là, est-ce qu'on peut être optimiste quant à cette reprise financée à crédit sans mettre en péril le secteur bancaire? Alors, je rappelle quand même que la période la plus problématique de cette crise a été quand même la période mars-juin. Durant cette période, il n'y avait pas que le secteur bancaire qui a aidé justement à stabiliser l'ensemble de l'écosystème des entreprises. Un certain nombre de mesures, 30 milliards de dirhams ont été dépensés justement pour essayer de maintenir l'offre, c'est-à-dire les entreprises, et la demande, c'est-à-dire les ménages. Sans elles, effectivement, la situation aurait pu être beaucoup plus critique. Effectivement, depuis fin juin, reste sur la table, j'ai envie de dire, le financement bancaire via Daman TPE et Daman Relance. Entre-temps, via le message de Sa Majesté, 120 milliards de DIA 21 pour relancer la machine. Maintenant, on attend davantage le détail du split, de l'utilisation de cet argent justement pour effectivement relancer. On entend parler aujourd'hui effectivement, donc ça c'est encore, c'est pas encore devenu officiel, mais on entend beaucoup parler d'un fonds d'investissement qui interviendrait en fonds propres ou quasi fonds propres, justement pour recapitaliser les entreprises marocaines, en tout cas principalement les PME, parce que je vois mal effectivement prendre des tickets dans une TPE. Je pense que ça concerne davantage en fait, et en même temps, c'est l'emploi avec la grande entreprise, mais surtout la PME qui en volumétrie est beaucoup plus important. Et donc, effectivement, stabiliser l'emploi, ça veut aussi aider financièrement, aider la situation financière des PME et donc les aider à se recapitaliser. Alors, effectivement, cette situation, on attend plus de détails, effectivement, mais ça devrait permettre, ces 70 milliards dont on parle, pourraient aider justement à aider ces PME. Maintenant, voilà, il y a aussi le projet de loi de finances qui arrive très rapidement. On est déjà en pleine discussion là-dessus. Évidemment, on attend d'autres mesures
qui permettront d'aider les entreprises dans cette période très difficile. Je pense notamment à des mesures fiscales qui permettraient justement de contrebalancer cette augmentation des délais de paiement, parce qu'aujourd'hui, on voit que cette augmentation devient dramatique et il faut quand même la stabiliser, voire la réduire. On attend des mesures qui permettraient justement d'inciter les mauvais payeurs à payer plus rapidement. Donc, effectivement, l'État, de toute façon, va jouer son rôle. C'est obligé. Il n'y a pas que les banques. Pour reprendre votre question, il n'y a pas que les banques aujourd'hui qui aident. Elles ont un rôle extrêmement important, mais l'État, déjà, ne serait-ce que par rapport à la garantie qu'elle apporte sur les crédits d'Aman Relance TPE, joue un rôle extrêmement important. Elle aura un rôle encore plus important dans les prochains mois. Justement, Cizrini, par rapport à cette question-là de garantie et de cette politique-là de renforcement du rôle de la caisse de garantie, est-ce que ça apporte, est-ce que c'est viable pour les banques à terme, et notamment au vu de toutes les normes qui encadrent le secteur, etc., aussi l'obligation de rester rentable pour les actionnaires, etc. Est-ce que c'est suffisant, ou bien il va y avoir aussi un effort de la part des banques pour le renforcement de leurs fonds propres, pour des investissements supplémentaires? Comment vous voyez l'évolution de la situation? Très bien. Je complète juste par rapport à ce que disait Amine. Effectivement, dans une situation inédite comme celle qu'on vit aujourd'hui, je pense que, humainement parlant, si devant une situation, si on est frileux, on risque d'aggraver notre situation. Donc, je pense qu'il faut rester quand même optimiste et ça ne pourra que renforcer la position et il y a, par rapport à tous les mécanismes de prudentiels qui sont en place, qui sont imposés par les banques centrales, on a tendance à dire, et il y en avait d'autres d'ailleurs qui allaient venir. Heureusement que la Banque centrale a tombé, notamment la revue de la 19G qui revoit tout le dispositif de déclassement au niveau des normes sociales, que ce soit sur le logement, sur les dations, sur l'immobilier, revue des dispositifs sur les dations rémunérées, ont été temporisés, parce que ces normes-là, s'ils ont été mis en place, effectivement, on serait dans une situation beaucoup plus complexe. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, je reste en tout cas confiant dans l'avenir. Je pense que l'État, la Banque centrale ont accompagné, ont réagi vite, ont accompagné les banques, parce que, il faut le dire, le système bancaire est une pierre angulaire dans la relance économique du pays. Mais concrètement, c'est-à-dire concernant la simplification des règles de provisionnement, etc., comment ça se concrétise dans le terrain? C'est-à-dire comment vous gérez ça au quotidien? Alors, sur ces règles, ces moratoires ou les reports qui ont été mis en place, comme je le disais tout à l'heure, ça a permis quand même d'avoir un petit répit pour les clients pour s'organiser en conséquence. Donc, au niveau impact sur les banques, ça a permis tout simplement de revoir le dispositif de déclassement et de provisionnement en conséquence. Vous avez un impayé, sa durée d'ancienneté, il n'est plus de X mois, mais il est de X mois moins les 4 mois. Donc, ça a permis quand même au niveau des bilans des banques, d'intégrer cette notion de report. En fait, c'est un étalage dans le temps, un étalement plutôt d'ancienneté dans le temps, qui a permis aux banques aussi de faire face. Si on n'allait pas tenir compte de ça, on allait avoir quand même une augmentation assez importante des impayés, du provisionnement au niveau de nos bilans. Donc, ça a permis quand même aux banques d'étaler dans le temps le provisionnement.
Et ça a permis aussi, encore une fois, aux clients de s'organiser en conséquence. Donc, d'ailleurs, dès la fin du moratoire, à partir du mois de juillet, il y a un nombre important de clients qui ont repris leur activité après la fin de la période de confinement, et ils ont repris un niveau, leur niveau de paiement, on a même, je peux vous le dire, il y a un comportement qui est aussi, qu'on constate aujourd'hui, qui est correct sur le paiement des échéances, notamment crédit habitat et crédit à la consommation. Donc moi, en tout cas, oui, il y aura, on n'a pas une certitude aujourd'hui par rapport à la sortie de la crise. Et alors, le Walid de la Banque centrale l'a rappelé, le CDE l'a rappelé récemment, on est toujours dans une situation incertaine. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a perdu Sis Khnini. Est-ce que vous l'entendez? Non, on ne l'entend pas, on l'a perdu aussi. Non. Oui, pareil. Donc, je pense qu'on l'a perdu. Est-ce qu'on peut enchaîner avec une question à Sis Rawal concernant ces mesures, notamment de reclassement, de décalage d'échéance, etc. Qu'est-ce que ça fait porter par rapport au risque des banques? Est-ce que ça fait juste un décalement ou bien c'est vraiment une bouffée d'oxygène? En fait, c'est clair, ce genre d'action était extrêmement important dans ces temps-là afin de donner une bouffée d'oxygène aux banques pour pouvoir continuer à financer l'économie. Mais le revers de la médaille, c'est que ces mesures-là ne font que ralentir et freiner l'impact de cette crise sur les différents opérateurs économiques. Parce que là, qu'est-ce qu'on est en train de… Il faut toujours rappeler le caractère inédit de cette crise. On n'est pas dans une crise économique ou financière structurelle pour laquelle on peut imaginer ou employer les actions habituelles pour relancer l'économie. Là, on est dans une crise économique qui est survenue suite à une cessation d'activité d'une façon brutale à l'échelle mondiale. Et donc, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. On n'a pas suffisamment de recul pour comprendre ce qui se passait. On a, comme M. Srini a souligné, on vit dans l'incertitude. On n'a pas de données, on n'a pas de références pour pouvoir comparer et mesurer l'impact futur. Donc, généralement, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation? On a recours à d'autres mesures alternatives. C'est faire des simulations, dérouler des scénarios pour pouvoir éventuellement mesurer l'impact sur ces différents scénarios possibles et imaginables. Mais encore une fois, il faut souligner qu'il y a deux phénomènes qu'il faut garder en tête. Le premier, c'est l'incertitude. Donc, il faut adapter absolument toutes les mesures en termes de gestion de risque par rapport à cette composante-là. Et le deuxième élément, c'est le retard. Parce que toutes ces mesures-là ont permis effectivement de gérer cette crise-là et de diminuer l'impact ponctuel, mais c'est un impact qui va être ressenti au bout de quelques mois. Mais c'est-à-dire que s'il n'y a pas de sortie de crise ou là, s'il n'y a pas de reprise très rapidement, est-ce qu'on doit s'attendre à un report, encore une fois, c'est-à-dire de repousser, de jouer le temps sur le temps moyen, c'est-à-dire que le risque est toujours là, c'est-à-dire qu'on a fait que le déplacer, de le prendre à un moment T pour le mettre à un moment T plus 1. Est-ce qu'on risque de faire rouler encore ce risque encore longtemps? Enfin, alors, pour répondre à cette question, il faut poser une autre question. Jusqu'à quand une banque peut résister à cette situation? C'est ça la bonne question. Alors, pour faire cela, c'est encore une fois dans le cadre d'incertitude, on déroule un certain nombre de scénarios. Alors, les experts aujourd'hui parlent d'une reprise en forme de V,